Salut, c'est le motif dans Click and Chill. Comment ça va? Ça va super et toi-même? Très bien, merci. Le motif, Ouais. sur Internet, les gens te connaissaient sous le pseudo Swagaguru. Ton vrai prénom, c'est Olivier. Tu as 30 ans, ou Ouais. bientôt 30 ans. 30 ans. Tu as grandi à Ixelles, dans la banlieue de Bruxelles. Tu es belge. Tu es compositeur, top-liner, producteur, directeur artistique. Aujourd'hui, on te reçoit parce que tu pars en solo. Et on va regarder le clip de ton premier projet solo, officiel, Playlist. C'est parti. Laisse-moi croire que c'est pour la vie. Ouais, laisse-moi croire que c'est pour la vie. Ouais. Contre nous deux, ce ne sera jamais fini. Contre nous deux, ce ne sera jamais fini. Mais notre son favori en playlist. Playlist sur Spotify jusqu'à en vieillir. Vieillir après le meilleur, je te ferai le pire. Ouais, le pire entre nous deux, ce ne sera Ce morceau, c'est une chanson d'amour. Ouais. C'est à la fois une chanson de rupture et une chanson qui ouvre la porte vers d'autres relations. C'est à la fois de la musique un peu urbaine et c'est aussi des influences très variétés françaises. Est-ce que c'est pas exactement la chanson la plus symbolique à ce moment-là de ta carrière? Parce que tu es à une fin de... Enfin, tu boucles un cycle, tu en commences un autre, tu es au confluent de plein d'influences. Bah, c'est totalement la chanson symbolique, en tout cas, de ma carrière à ce moment-là. Et avant même de faire la métaphore entre mon parcours professionnel, juste dans ma vie relationnelle, juste là où je me situais au moment où j'ai écrit cette chanson, j'avais été dans une relation avec une femme pendant longtemps et je venais de la quitter. Et j'ai trouvé une femme dont je suis tombé amoureux. Et donc cette histoire, elle représente mon état un peu émotionnel du moment où je suis et dans la rupture et dans la construction de quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Alors oui, on peut faire la métaphore avec ma carrière où justement j'arrête d'être top liner pour me lancer en tant qu'artiste. Mais à la base, quand je l'ai écrit, c'est parce que vraiment c'est ce que je vivais en fait. Grosse période de transition alors. Bah, on a tous un peu peur de la transition. Hein. Il y a tous, c'est totalement une transition pour moi, à tous les niveaux. Mais je veux dire, la vie, c'est ça, hein, c'est avancer. C'est avancer. À partir du moment où tout devient trop confortable pour toi, à partir du moment où tout stagne, ben, il n'y a plus d'évolution. Tu es obligé d'aller dans la transition, tu es obligé d'aller dans le changement. Donc, grosse période de transition, certes, mais c'est la vie en même temps. C'est intéressant que tu parles de transition et des changements de la vie parce que tu as un parcours qui est un peu unique dans la musique en France. Je l'ai dit en intro de cette interview, tu es un des plus gros producteurs du moment. Tu es notamment un des artisans musicaux derrière le hit Réseau de Niska. Ouais. C'est toi qui as composé une grosse partie des projets de ta sœur Shai. Ouais. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'à la base, toi, tu as fait des études à l'université de Manchester, des études de génie civil. Ouais. Le génie civil, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, le génie civil, c'est une discipline... enfin, l'ingénieur civil, c'est une personne qui est habilitée à designer, superviser la construction et planifier le design et la construction de structures publiques telles que les autoroutes ou les bâtiments. Ça fait longtemps que je ne fais plus ça, du coup, donner la définition, c'est un peu particulier. Mais c'est ça, ce sont les gens qui font tous les calculs pour faire en sorte que les structures autour de nous tiennent debout. Très scientifique. Ben, archi scientifique, hein. C'est énormément des calculs, c'est énormément de calculs en fait. Les architectes, c'est les francs-maçons, c'est les Illuminati? Non, les architectes, c'est eux qui insufflent le côté artistique justement, qui choisissent les couleurs, les matériaux, la beauté du truc. En fait, l'architecte, il a un rêve et l'ingénieur civil, son objectif, c'est de faire en sorte que le rêve peut devenir réalité. C'est littéralement ça son job. C'est quoi le parallèle que tu fais entre ce métier-là et ton activité dans la musique? À tous les parallèles du monde. Hein. Quand on crée des chansons, c'est comme si on construisait des maisons, en fait. Ça se construit petit à petit et puis ça reste là pour le restant de ta vie, en fait. Et le restant de la vie des gens qui vont écouter cette chanson ou vivre avec. C'est vraiment une construction. Et c'est pour ça que j'ai fait ingénieur civil. Je faisais de la musique, personnellement, dans ma chambre, avant de faire mes études.
Mais c'était ça qui m'animait, le fait de pouvoir créer quelque chose et de laisser une trace dans ce monde. Tu peux le faire avec la chanson aussi. J'ai eu l'occasion d'interviewer ta sœur, Shai, l'an dernier. Ouais. Et elle m'a raconté que quand vous étiez petit, vos parents, je crois que c'est votre père en particulier, il vous offrait des cadeaux, mais qui étaient des cadeaux créatifs, qui poussaient à votre créativité. Ouais. Ça a toujours été des cadeaux créatifs. Et sur le moment, en tant qu'enfant, on le vivait un peu mal. On le vivait, oh, mais pourquoi tu m'offres un radio-cassette quand on a 6 ans? Moi, je voulais, je sais pas, une console. Les amis, ils avaient la SNES. Moi, j'avais une radio-cassette. Et bon, ça poussait notre créativité parce que quand tu offres une radio-cassette à un enfant et qu'il a que ça pour... Enfin, on avait plein d'autres jouets, hein. Mais je veux dire, c'est ça son jouet principal. Ben, il s'enregistre. Et quand il s'enregistre, il commence à réfléchir à... Ah, il peut faire des chansons aussi. Il commence à en faire. Un peu plus tard, moi, vers mes 18 ans, ce que mon père m'a offert, c'est justement une clé iLok. C'est une clé qui permet d'installer la licence de logiciels de musique, notamment Autotune. Ça veut dire, grâce à cette clé, en fait, j'ai pu m'acheter Autotune assez tôt, quand j'ai eu 18 ans. Et ça m'a ouvert un champ de possibilités que je n'avais pas sans Autotune. Parce que tout d'un coup, moi qui ne savais pas chanter, à ce moment-là, je pouvais faire des chansons et je pouvais chanter. Et sur le moment, j'étais un peu... Bon, j'avais 18 ans, j'étais un peu plus vieux, mais j'étais un peu triste, quoi. J'étais, Autotune, on aurait pu m'offrir une voiture ou une mobilette, ou à la limite un petit chèque pour, je sais pas, à la FNAC, on m'offre une clé qui permet de déverrouiller des licences. Mais ça a été un des cadeaux les plus importants sur qui je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais fait de top line sans Autotune. On a reçu il y a quelques jours une de tes amies proches, la chanteuse et top lineuse Meryl. C'est comme ma petite sœur. Qui nous a expliqué, en fait, elle nous montre, les artistes au début, ils ont une bande sonore, et avant de trouver la mélodie, ils marmonnent, ils cherchent des mélodies par-dessus. Voilà. C'est ça la top line. Exactement. Je reviens sur les cadeaux que vous avez reçus. Je veux regarder un clip que tu n'as pas choisi, mais que j'ai envie de te montrer. Vas-y. C'est BMF de Rick Ross. Ah là 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 là, t'es bon. My Rolls Royce triple black, I'm Geechee. Ballin' in the club, bottles like I'm Meechee. Rose, that's my nickname. Running in my big vein. Self-made, you just affiliated. I built it ground up, you bought and renovated. Talking plenty, nothing's been authenticated. Funny you claiming the same that I'm pinning. Tu sais pourquoi j'ai choisi ce clip? Ah, je sais très bien pourquoi tu as choisi ce clip. Tu veux que je le dise? Allez. J'ai choisi ce clip parce que c'est un peu là où tout a commencé dans ma carrière musicale professionnelle. Je veux dire, j'étais dans un avion qui revenait de Yaoundé. Je ne suis pas camerounais, mais j'étais au Cameroun pendant quelques mois. On embrasse les Camerounais au passage. Gros bisous. Et ouais, avant de prendre l'avion, justement, je tombe sur ce clip de Rick Ross, BMF. La chanson, elle me traumatise le cerveau. Il faut savoir qu'à l'époque, cette sonorité-là, qui a été développée par Lex Luger, elle n'existait pas trop. Enfin, elle n'était pas mainstream. Et là, Rick Ross, qui était devenu un artiste assez établi à Miami grâce à un son très particulier, il sort ce son qui est archi violent, archi gros, archi fat, qui a beaucoup de puissance. Je veux dire, la prod, elle est incroyable, elle est magnifique. Et le producteur, Lex Luger, il fait des choses avec les 808 qu'on n'avait jamais entendues jusque-là. Et je tombe sur ce son, je pète un câble. Je pète totalement un câble. Je tombe sur le clip, je pète encore plus un câble. Parce qu'il a été shooté au Canon 5D. Donc à l'époque, c'était un des premiers clips d'un gros artiste clippé avec un DSLR. Truc de fou. Et ça m'obsède. Quand je suis dans l'avion, ça m'obsède totalement. Je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Et je voulais savoir comment je pouvais faire un truc comme ça. Mais à l'époque, je faisais du son. Mais moi, je suis loin d'être gang. Je suis vraiment très loin d'être gang. Du coup, les thèmes là qui m'inspiraient de ouf, je ne peux pas les exploiter parce que c'est pas moi. Et j'arrive à Bruxelles. Et ma sœur qui est là, qui est en mode, j'ai envie de me lancer dans la musique. Olivier, il me faut une sonorité, il me faut un son. Et elle est gang pour le coup. Du coup, je lui dis, je viens de voir ce clip de Rick Ross, BMF, c'est un truc de dingue. On écoute le son, on pète un câble. On appelle un de mes amis qui est producteur, Prinsley, qui s'appelle. Et on lui demande s'il peut refaire la prod. Il refait la prod. Ma sœur, elle pose sur le son. Le son, il est tellement chaud. On va en bas dans le garage. On tourne un clip. Parce qu'il s'avère que j'avais aussi une DSLR. Et je me suis dit, si Rick Ross il fait un clip à la DSLR, nous aussi, on peut le faire. Et là, on envoie le clip à un ami. Et j'étais tellement chaud pour mettre ce clip sur YouTube. Mais ma soeur, elle me dit, non, moi, je suis pas
oh, je suis une femme, mon image, elle est importante, tu peux pas juste balancer ce clip sur YouTube comme ça. Et du coup, on dit, bon, l'histoire, elle est morte. Et en fait, ce mail, il finit par arriver dans les mains de Booba, qui lui aussi pète un câble sur ce qu'on a fait, en fait. Et il nous appelle pour commencer à bosser sur le projet de ma sœur. En fait, voilà. Ce clip, c'est juste ça. Mais c'est ce qui a vraiment tout lancé, en fait. Le reste appartient à l'histoire. Voilà. Et on va regarder un bout de l'histoire. Ouais. On va regarder PMW de Shai. Ouais. Hey, hey, c'est ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voyous veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue ici c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchons dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Je vais gagner l'euro million. Ce morceau, il est extrait du premier album de Shai, Jolie Garce, sorti en 2016. Tu dis que pendant longtemps, tu as dit que c'est toi qui as fait la prod. Avec Easy Lee et Bone Collector. Et pendant longtemps, tu as dit que c'était musicalement un des morceaux dont tu étais le plus fier. Ah, je suis super fier. Je suis super fier parce que, au-delà de juste être admiratif du travail qu'on a pu faire, je suis surtout admiratif de ce que ça représentait émotionnellement quand on a sorti ce morceau, auquel on croyait et qu'on kiffait, et qu'il a fonctionné, en fait. Et un moment important pour la carrière de ma sœur, parce qu'avant ça, elle faisait des morceaux, elle était déjà dans la trappe. À ce moment-là, elle était à fond dans la trappe, mais c'était un peu plus difficile pour une femme à ce moment-là de réussir à faire porter sa voix et un discours street et fonctionner. Donc on cherchait le morceau. PMW il nous a permis de capturer son discours et pourtant de fonctionner, de passer en radio, de passer à la télé. Elle a pu commencer les concerts. Et ça a lancé son album. Moi, j'étais fier parce que ça, c'était un grand frère qui regarde sa sœur, qui commence à cartonner avec juste un délire qu'on a fait au studio, en fait. Je me suis souvent demandé quelle relation vous aviez quand vous étiez petit. Et même aujourd'hui, est-ce qu'elle a changé? C'était quoi comme type de relation que vous aviez? Avec ma sœur? Ouais. La relation, elle a évolué au fil des années, je veux dire. On a un frère qui est jumeau avec elle. Et... au début, quand on était tout petit, j'étais super ultra proche de mon frère. On était une équipe, voilà. On se battait. Il était gang lui aussi ou pas? Ah non, lui c'est le plus gang. Lui d'une échelle de pas gang à gang, lui il est ultra gang. Mais je veux dire, et c'est assez marrant parce que du coup on a un peu toutes les nuances au sein du même noyau familial, avec pourtant la même éducation et un peu les mêmes expositions au même environnement. Mais j'étais assez proche de lui. Et puis voilà, il est parti faire sa route, moi j'ai fait la mienne. Et avec ma sœur, on a trouvé cette passion commune qui était la musique. Et du coup, ça nous rapproche de ouf. Ça nous rapproche vraiment de ouf. Je suis très très souvent au téléphone avec elle. On est très très proches comme frères et sœurs. Et en fait, c'est devenu normal. C'est devenu normal parce que la musique, c'est notre vie. Du coup, on a ce truc qui nous relie et qui nous solidarise ensemble et qui nous rapproche. Et du coup, quand on voit des frères et sœurs qui sont pas proches, on comprend pas en fait. On dit bah non, être frère et sœur, c'est ça. Parce que ta sœur s'appelle Vanessa, mais elle a coutume de dire que Shai, c'est elle et toi en fait. Parce que tu es très impliqué à tous les niveaux avec elle. L'an dernier, quand on l'a reçue, justement, on a parlé de toi. Parce que ça fait un moment que moi, on suit ce que tu fais, on s'intéresse à ce que tu fais chez Click. Et elle nous a aussi évoqué le fait que en France, il y avait une culture qui n'était peut-être pas encore prête à voir une femme forte revendiquer des choses dans sa musique et percer. Je te montre un petit extrait et on s'en parle juste après. Let's go. Si moi, je ne peux pas exister, sans prétention, hein, mais si moi, je ne peux pas exister, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas exister, je ne dis pas que je dois être la numéro 1 en France, hein, mais juste exister. Juste que quand je sors un contenu, ben, je ne me fasse pas complètement lyncher. C'est que pour moi, il y a un problème. Parce que, faut pas, comme on l'a dit, mon frère, il travaille sur mon projet, mais il a travaillé sur le projet de plein de gros artistes en France, et ça a fonctionné, ça a toujours fonctionné. Qu'est-ce qui ferait que pour moi, ça fonctionnerait pas? À moins qu'on me dise que j'ai pas de talent.
Mais après, c'est pas ça qu'on dit de moi. Quand on me rabaisse, c'est pas ça qu'on dit de moi. Enfin, y a des gens qui disent ça, bien sûr, ils ont le droit, et ok, c'est les goûts et les couleurs. Mais quand je sors un morceau et qu'on me rabaisse parce qu'on dit que je suis juste une pute qui sert à rien, que je devrais pas faire de musique parce que je suis une pute, par exemple, mais c'est dur en fait. Tu dis à quel moment on va juste parler de ma musique, de ce que je suis en train d'essayer de faire. Même pour le descendre. Mais pourquoi on ne parle pas juste de ça? C'est là où moi ça m'atteint. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je ne sais pas si tu as vu ce passage-là. J'ai vu ce passage parce que déjà je regarde toutes les interventions qu'elle fait et puis je regarde tous les formats de clics. Mais ouais, je pense qu'elle a tout dit. C'est difficile pour une femme avec un discours de se faire une place, on va dire, en vrai dans le monde, hein, mais en France. Et puis une femme noire qui est belle et qui n'a pas peur de le revendiquer, en plus de son discours. C'est limite, si tu veux faire un discours, si tu veux dénoncer des faits de société ou tu veux parler de réussite et tout, vas-y, fais-le, mais sois pas belle. Hein? Je pense que c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai pu observer parce que j'ai toujours été aux premières loges. Je me rappelle quand le premier clip qu'elle sort en featuring avec Booba, Cruella, sort sur YouTube, c'était la première fois que sur une vidéo YouTube, je voyais autant de dislikes. Les commentaires qu'elle se prenait dans la face, il n'y a personne qui parlait de son flow, personne qui parlait de ses lyrics. Tout le monde parlait de « ouais, c'est une meuf, pour qui elle se prend, pour qui elle se prend, pour qui elle se prend ». Et c'est quelque chose qui est archi, je veux dire, présent dans nos sociétés actuellement. Hein. C'est un gros problème. Et quand je vois ça, je me dis « ouais, elle n'est pas… » On dit toujours, enfin, nous, en fait, on évite de dire « oh, elle n'est pas reconnue à sa juste valeur ». Quand on parle entre nous, on dit juste « on fait ce qu'on a à faire ». Si ça permet de déverrouiller des portes pour nous, tant mieux. Si ça ne le fait pas, ben, tant pis. Mais au moins, il y a quelqu'un dans le monde, quelque part, à qui le discours qu'elle tient va aider. Et c'est pour ça qu'elle continue de s'accrocher, elle continue de se battre. Hein. Mais je pense, ouais, c'est difficile. Et moi, quand je vois ça me fait toujours… ça me touche toujours parce que maintenant, j'ai une fille et je me dis, c'était difficile pour ma sœur. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Je n'ai pas l'impression que ça a énormément changé. Bien sûr, grâce à Twitter, grâce à Facebook, on le voit aux Oscars, on le voit aux Césars. Il y a des gens qui prennent la parole. Mais en vrai, on ne devrait pas être dans un monde où il faut prendre la parole pour que ce genre de choses… arrive, pour que les femmes aient leur place là où elles doivent avoir leur place, pour qu'une rappeuse dise j'ai envie de rapper et rappe et soit au numéro 1. On ne devrait pas avoir à prendre la parole. Et aujourd'hui, on est encore dans ce monde et ça me fait… ouais, c'est nul. On va regarder un clip que tu as choisi de voir aussi. Vas-y. C'est un producteur qui a fait une très belle bascule vers une carrière d'artiste solo. C'est Kanye West, Flashing Lights. Ah là là. Flight with no visa, first class with the seat back, I still see you in my past. You on the other side of the glass of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home. You know you can't roam without Caesar. I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know? Alors pourquoi ce clip en particulier? Alors ce clip en particulier, parce qu'il fait partie de la liste des clips qui m'ont le plus touché. C'est des clips que quand je les regarde une fois, j'ai envie de les regarder une deuxième fois. Là, je suis, pourquoi on a coupé le clip? Est-ce qu'on ne peut pas remettre le clip une deuxième fois? Et superbement bien tourné, c'est un plan séquence. C'est ce que j'allais dire, moi je vois des similitudes avec ton clip de playlist. Ah bien sûr. C'est qu'il y a un producteur qui a fait une bonne bascule vers l'artiste, un plan séquence. Il y a des très belles lumières. Ouais. Il y a des filles court vêtues aussi, mais de façon élégante. Ouais. Ça m'a fait beaucoup penser. J'ai compris que ça te plaise. Ouais, voilà, ben c'est normal qu'il y ait un parallèle avec ce que je défends visuellement, parce que c'est tout ce que j'aime. Et l'objectif, je pense, enfin, ce qu'un artiste veut faire, c'est créer les œuvres qu'il aurait aimé voir, en fait. Moi, j'ai envie de faire les chansons j'ai envie de faire les chansons que j'aurais voulu entendre à la radio. J'ai envie de faire les clips que j'aurais voulu voir à la télé. Et c'est pour ça qu'il y a tant de similitudes avec ça, je pense, implicitement, parce que quand j'ai travaillé sur le clip de playlist, je ne suis pas revenu à cette source-là, je ne suis pas revenu sur Flashing Lights, et j'ai dit, tiens,
Ça, c'est des caractéristiques que j'ai intégrées en moi, en fait. Et ce clip, le plan séquence, il est trop bien. Et il y a peu de choses qui se passent et pourtant, ça te tient en haleine jusqu'à la fin. C'est pour ça que je le kiffe. Et puis, je kiffe Kanye West. Je t'ai entendu dire que c'était la personne avec laquelle tu rêverais de collaborer, mais qu'en même temps, tu flipperais de ouf. Ouais, parce qu'il est à un stade de la réflexion où parfois tu peux avoir l'impression de parler, peut-être, je sais pas, je lui ai jamais parlé, mais tu peux avoir l'impression d'interagir avec un fou. Mais en même temps, c'est cette énergie-là qui lui permet de faire des créations ou d'avoir des idées de concepts ou de processus auxquels nous, communs du mortel, on n'aurait jamais. Je prends l'exemple de notre façon de travailler la musique. Moi, je suis assez fan de prendre plein de gens, de les réunir, que ce soit dans une maison, que ce soit dans un studio, mais énormément de personnes, et puis bosser une chanson, juste une chanson et 10. J'ai déjà fait des chansons où les crédits, il y a 10 personnes, il y a 15 éditeurs dessus, les éditeurs, ils pètent un câble, ils disent « mais il y a trop de signatures ». Et ça a été inspiré de la manière dont Kanye West bosse. Il était venu pour l'album Jesus, je pense, en France. Juste à côté, derrière, ouais. Voilà, il avait monopolisé tous les studios, il avait fait venir tout le monde. Ça veut dire si à ce moment-là, tu marchais dans son studio, tu pouvais voir The Weeknd, tu pouvais voir The Dream, tu pouvais voir Travis Scott, il y avait Mike Dean, ouais. Gizafelstein. Déjà à ce moment-là, voilà. Et au final, il a sorti l'album qu'il a réussi à sortir. Et on dit toujours, ah, c'est un grand égocentrique. Mais comment un égocentrique peut avoir 127 crédits sur un son ? Il y a quelque chose de bien ou il y a quand même du génie dans son apparente folie. Donc, j'utilise le terme apparente folie parce que c'est ce que le public dit de lui. Moi, je ne pense pas qu'il est fou, je pense juste qu'il a une clairvoyance que nous, on n'a pas et qu'on ne comprend pas. Et c'est plus facile de dire c'est de la folie que de dire il y a peut-être quelque chose dedans. Tu as évoqué le fait de collaborer avec des gens. Ouais. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle le Sommet, ouais. Qui réunit 7 membres, si je ne dis pas de bêtises. Au total, on est 7. Qui sont des compositeurs, ouais. Des top-liners arrangeurs. Vous êtes responsable d'un nombre conséquent de hits de ces dernières années. Moi, ça m'a frappé cette générosité qu'il y a dans vos relations et la fluidité qu'il y a dans vos relations. Ouais. Je crois que vous avez créé un groupe WhatsApp à la base. Oui, totalement. Que vous envoyez, bon, évidemment, comme tout le monde, des conneries sur le groupe WhatsApp. Énormément de conneries. Mais que surtout, ça parle de musique et que tout le monde s'entraide. Et surtout, ce qui m'a frappé, parce que j'ai eu la chance de pouvoir croiser quelques-uns des membres quand vous étiez réunis, c'est qu'il n'y a pas du tout de compétition entre vous. C'est vraiment de l'entraide. Et le but, c'est d'essayer de sortir les morceaux les plus beaux possibles, les prods les plus marquantes. Ouais. Ben, même avant de vouloir sortir les prods les plus marquantes, je pense, les prods les plus marquantes ou les titres les plus beaux qu'on a pu faire, c'est des conséquences de notre façon de travailler, en fait. C'est cette générosité dont tu as parlé. On est comme tout le monde. Et tes meilleurs souvenirs dans la vie, c'est les moments que tu partages avec tes amis, c'est les moments que tu partages avec ta famille. Pourquoi dans le travail, tu ne répliquerais pas cette manière d'être, en fait, de vivre ? Avec le Sommet, on était tous signés sur des éditeurs différents et on s'est rejoints comment ? J'ai écrit un tweet, j'ai dit « Ouais, je fais une session studio, qui est chaud pour venir ?» Donc c'était public, tout le monde pouvait venir. Et ces 6 autres personnes-là ont répondu au tweet, ont dit « Oh, ben moi, je suis chaud pour venir. » On s'est retrouvés et on a fait du son sans réfléchir à des hits, sans réfléchir à comment on va s'organiser professionnellement ou businessment, quel bon coup on doit faire, quel mauvais coup on doit éviter. Et du moment où on s'est rencontrés jusqu'à maintenant, on a toujours continué à travailler comme ça, juste en se faisant kiffer, en étant une bande d'amis qui sont soudés par des vrais liens, des liens quasi familiaux, et qui, ils s'avèrent, font de la musique ensemble. Si tu kiffes ton taf, imagine comment tu pourrais encore plus le kiffer si tu le faisais avec tes potes, et qu'en plus tes potes, ils étaient forts dans leur taf aussi. Là, c'est bon, tu veux mourir au travail presque. Cette générosité, tu la limites pas justement aux membres de ton collectif Le Sommet ? Non. Parce que depuis quelques temps, vous avez été les premiers à faire ça en France, vous organisez des masterclass. Ouais. C'est-à-dire que vous proposez à des gens, n'importe qui peut s'inscrire, moyennant un coût de participation ou pas, à des conférences dans lesquelles vous montrez comment vous travaillez, dans lesquelles vous partagez même vos outils, vous répondez à toutes les questions et vous montrez en direct aux gens comment vous composez des musiques. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à avoir cette démarche-là ? De ne pas vouloir garder secrète la recette ?
Aujourd'hui, avec de toute façon l'information, la technologie, il n'y a plus de secret. Je suis sûr, on connaît même la recette de Coca-Cola en vrai. Je suis sûr, tu tapes sur YouTube comment faire du Coca-Cola à la maison, tu trouves une vidéo. Mais ça part de deux choses. Une, c'était, j'ai ce truc en moi qui me démange de donner aux jeunes générations ce que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé dans la musique, en fait. J'ai l'impression que j'aurais pu être assis ici beaucoup plus tôt si on m'avait donné un conseil il y a 10 ans. Et donc, à défaut de pouvoir revenir dans le passé, je donne ce conseil à la prochaine génération. Et ce conseil, je ne sais pas c'est quoi exactement, du coup, je donne tout. Et la deuxième chose, c'est que je suis aussi un développeur d'applications mobiles. Et dans le développement, il y a ce concept qu'on appelle l'open source. C'est-à-dire des gens qui mettent à la disposition gratuite et publique et de manière bénévolat leur code source de leur logiciel. Parce qu'ils se disent, moi, peut-être, je ne vais pas pouvoir amener le logiciel là où je dois l'amener, quelqu'un d'autre va pouvoir le faire à ma place. Et en fait, si tu regardes le code source de tes applications mobiles préférées, le code source de tes sites web préférés, tu te rends compte que toutes les applications que tu utilises, tous les sites web que tu utilisent ces librairies qui sont open source. Je me dis, si ça a l'air de fonctionner, et si ça a permis l'avènement de la technologie logicielle dans ces industries-là, pourquoi pas la même chose dans la musique? Et donc, en fait, j'open source la connaissance à cause de ça. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs via un site que tu avais développé à l'été 2017, quand tu avais repéré. Tu avais fait un site parce qu'il y avait 19 artistes de rap qui sortaient un projet le 7 juillet 2017. Ouais. Et tu avais créé un site sur lequel les gens pouvaient voter pour faire des rankings des projets qu'ils attendaient le plus. Ouais. J'aime bien l'idée d'open source, donc on va regarder un autre clip que tu as choisi de voir. Et on va parler du code après derrière. On va regarder. C'est parti. Gauthier, Somebody I Used to Know. Sorti en 2011. Aujourd'hui, il a 1,3 milliard de vues sur YouTube. Je vous ai entendu avoir des conversations dans le sommet à propos d'un thème qui m'a fasciné. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les accords magiques? Ah là là, donc les accords magiques, c'est des suites d'accords qui ont été utilisés et réutilisés pour faire les morceaux pop les plus célèbres des 40 dernières années. Donc le postulat, il part de quoi? Il dit, si tu réutilises la même suite d'accords que Englishman in New York de Sting, qui a cartonné il y a bien des décennies de ça, si tu les réutilises pour faire un morceau aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, ces accords, on les connaît déjà parce qu'on a entendu ce morceau. Et si on écoute ton morceau qui réutilise ces accords, normalement, on est plus capable de le kiffer, juste à cause de l'utilisation de cette suite de notes. C'est ça qu'on appelle les accords magiques. Et il y a des vidéos sur YouTube où tu peux retrouver des groupes de musique qui rejouent ces accords et qui te font 50 chansons à la suite, parce que ces 50 chansons vont utiliser la même suite d'accords. Je crois que les plus utilisées, c'est 4 notes à la suite. Ouais. Les notes, c'est La mineur, Fa, Do et Sol. Ouais. Et c'est utilisé par Despacito, Grenade de Bruno Mars, Someone Like You d'Adèle, Africa de Toto, No Woman No Cry de Bob Marley. Ouais. Et justement, dans le sommet, vous vous interdisez d'utiliser ces accords-là parce que vous trouvez que c'est trop facile sinon de réussir. Oh, est-ce qu'on se l'interdit? Oui et non, parce que... En fait, moi, j'ai entendu Junior et DSK dire « Ah, c'est trop facile !» Pas cette fois. Non, c'est normal qu'on se le dise parce qu'on veut être challengé. On veut pas que la musique, ça devienne quelque chose de mécanique où on se dit juste « Ah, c'est 4 accords magiques, boum, on fait une top line comme ça, hop, on parle d'amour et de passion, allez, c'est servi. » Non, pas du tout. Nous, on kiffe trop la musique pour fonctionner dans ce format. Mais c'est vrai que si tu regardes notre discographie et que tu regardes les chansons qui ont le mieux fonctionné, tu as tendance à retrouver ces accords magiques. Après... Quand on parle d'accords magiques, la population s'alerte un peu. « Oh, mais en fait, vous êtes des tricheurs, vous êtes des paresseux. » Non, c'est quelque chose de mathématique, en fait. Si tu prends les 12 notes qu'il y a sur un piano et que tu dois en choisir 4, le nombre de permutations que tu peux faire, il est limité.
Du coup, à un moment, tu te retrouves à refaire les mêmes accords que quelqu'un a déjà fait, en fait. Donc, est-ce qu'on se l'interdit? Oui, mais plus comme un challenge. Plus pour se rappeler, il faut se dépasser. Il faut pas rester là. Il ne faut pas rester juste sur ces accords. Parce qu'il y a quelqu'un qui les a utilisés en premier. Et lui, c'est un génie. Nous, on veut être le génie du futur. Aujourd'hui, tu es en carrière solo en tant qu'artiste. Ouais. C'est quoi la direction que tu as envie de faire? C'est quoi les messages que tu as envie de faire? Et c'est quel type de morceaux que tu as envie de faire? Alors, je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, en fait. À exprimer ce que j'ai envie d'exprimer au moment même. Le truc, c'est qu'à un moment, il y a des morceaux, et ça a toujours été le cas depuis que j'ai commencé, des morceaux que j'ai pu créer, parce que j'ai toujours chanté, j'ai toujours écrit, je me suis toujours enregistré. Mais il y a des morceaux que j'ai pu créer que personne ne voulait défendre. Et la raison pour laquelle les gens ne voulaient pas défendre ces morceaux, c'est pas parce que ces morceaux étaient nuls, parce que moi, je croyais en ces morceaux, mais c'est juste parce qu'ils m'appartenaient. Et à un moment, je suis là, je construis un catalogue de chansons qui sont archi personnelles, qui me représentent de ouf, et j'essaye tant bien que mal de les donner à d'autres personnes. Il fallait juste que je réalise que ces chansons, elles m'appartenaient et qu'il faut que j'aille les défendre. Et je suis quelqu'un qui, avant d'exister en artiste, j'ai envie que mes œuvres existent. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des œuvres qui ne peuvent qu'exister que si je les défends, parce que autant le texte, c'est mon histoire, autant la musique, c'est mes inspirations, autant les clips, comme tu as pu le voir, c'est la somme de ma vie, de ce que j'ai côtoyé. En tant qu'artiste, je pense que c'est ça que tu veux faire. Tu veux communiquer aux autres ta vision du monde. Parce qu'il y a des choses que tu remarques qui sont pas bien, que tu veux dénoncer. Il y a des choses que tu remarques qui sont bien, que tu veux que les gens apprécient plus. Et via les émotions, tu vas leur dire, regardez moi comment je vois le monde. Et je pense que ça peut aider. Je pense même ma vision du monde, elle peut aider sur certaines choses. Par exemple, le clip Playlist, et n'hésite pas à m'interrompre, mais le clip, dans le morceau Playlist, je suis assez cru sur certains de mes lyrics. Ouais. Et j'ai pu voir déjà la tête de ma mère quand elle a écouté la chanson. Mais au-delà de vouloir provoquer, parce qu'en tant qu'artiste, parfois on aime juste provoquer pour provoquer, je trouvais que c'était important de commencer à parler de sexualité dans les morceaux de rap de manière un peu plus élaborée que juste « je vais aimer ta mère ». La sexualité, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tout le monde. Okay, c'est comme ça qu'on crée la vie même. Et pourtant, c'est un des sujets les plus tabous du monde entier. Ça veut dire, si tu n'es pas dans la caricature ou bien dans le silence total, tu ne peux pas parler de sexualité. Et je voulais montrer un message qui était un peu plus explicite, certes, mais surtout nuancé. Donc voilà, en tant qu'artiste, j'ai envie de continuer à emmener sur cette terre ces messages-là. Et si les personnes l'apprécient ou si les personnes ne l'apprécient pas, c'est... je pense là, ça ne me concerne plus. Hein. C'est tu fais un son et puis tu le sors, tu le mets sur les plateformes et il ne t'appartient plus. On va regarder un autre clip que tu avais choisi de voir. Ouais. Classique, indémodable. Michael Jackson. Aïe, aïe, aïe. Michael Jackson, je crois que tout a déjà été dit et redit sur lui. Ouais. Je voudrais prendre le prétexte de ce clip pour parler d'un sujet que tu évoques souvent. Ce clip, il est extrait d'un album qui s'appelle Thriller, qui est l'album le plus vendu de tous les temps. Ouais. Toi et moi, on adore cet album. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est différent, c'est que toi, tu ne crois plus au concept d'album. Et tu dis que l'album, c'est un concept qui doit être dépassé aujourd'hui. Oui. Et c'est mon avis personnel, hein, c'est mon opinion sur la chose. Je pense que je vais même plus loin, je pense que le format album, c'est artistiquement, il n'a jamais vraiment existé. Il y a très très peu de projets qui durent 60 minutes, qui sont cohérents et consistants sur les 60 minutes et qui essayent de raconter une histoire depuis la première seconde à la dernière seconde. Il y en a très peu. Tu vas toujours trouver un single à radio, tu vas toujours trouver une petite balade ici, tu vas toujours trouver un son qui n'avait rien à faire là ou un duo ou un featuring qui n'a rien à faire là. J'ai jamais cru au format album comme l'industrie nous l'impose. J'y ai jamais cru. J'ai toujours cru que c'était en fait une exploitation marketing qui se rendait compte que les supports technologie
permettait de faire plein de chansons, de vendre plein de chansons. Donc je m'explique, à l'époque de Thriller, l'album Thriller, je pense, si je ne me trompe pas, il a 8 titres, gros maximum. Pourquoi il n'a pas fait un album de 10 titres? Pourquoi il n'a pas fait un album de 12 titres? Maintenant, les albums, ils ont 16 titres. Pourquoi il n'a pas fait un album de 16 titres? Ben, la seule chose qui le limitait, en fait, c'était le support. C'était le vinyle à l'époque, tu pouvais que mettre 4 sons sur une face et puis 4 sons sur l'autre face. Quand le CD-ROM est venu, d'un coup, on pouvait mettre 800 mégabytes et du coup, tous les albums, ils avaient 20 chansons. On s'est rendu compte que dans la boîte du CD-ROM, on pouvait mettre 2 CD-ROM. Du coup, il y avait des doubles albums. Mais maintenant, on est à l'heure du streaming où l'objectif, c'est pas de remplir ce support physique, c'est juste de sortir ce qui est artistiquement judicieux pour toi. Et tu vas trouver ta communauté, tu vois, je veux dire. Donc, est-ce qu'un format album, comme entendu par l'industrie, 12 titres, je crois la définition d'un LP, c'est ça, c'est 12 titres, minimum 45 minutes ou quelque chose comme ça, est-ce qu'elle a encore son sens? Pour moi, non. Alors, pour éviter que les puristes nous tirent dessus dans les commentaires YouTube... Aïe, aïe, aïe. Ne tirez pas dessus. Là, tu vas devenir un mème de ouf. Il y a 9 titres sur Thriller. Ouais. Et donc, toi ton projet, l'idée, c'est que tu mettes les titres au fur et à mesure sur les réseaux dès que tu les fais, ou tu vas attendre d'en avoir un certain nombre pour les partager? Alors, la création, tu l'envisages comment, le partage de ta création? Si ça tenait qu'à moi, je pense que ça serait libre. Ce serait, en vrai de vrai, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais le morceau au studio, je le mettrais. Je le laisserais vivre sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, c'est ça. J'ai envie que les personnes puissent écouter et apprécier mes chansons. J'ai envie que les émotions que je ressens, je peux les véhiculer à quelqu'un. Bah, c'est ça. C'est tu enregistres ta chanson et tu l'envoies aux personnes. Si ça ne tenait qu'à moi, c'est comme ça que je créerais. Je créerais et je distribuerais directement sans me poser la question c'est quoi le premier single, c'est quoi qui me définit le plus, c'est quoi qui me définit le moins. Mais aujourd'hui, il y a une réalité. On n'est pas encore dans ce monde extraordinaire où tout le monde s'aligne à cette forme de distribution. Par exemple, les plateformes, elles mettent à jour leur playlist qu'une fois par semaine. Donc déjà, tu es limité. Si tu veux sortir un mardi et que tu espères que Spotify, Deezer ou Apple Music te mettent dans une des playlists, c'est un peu plus difficile. Donc il y a cette réalité de l'industrie qui veut qu'il faut rentrer dans un certain format, notamment sortir son album, sortir un single, pas sortir 2 singles la même semaine, etc. Donc je suis obligé, si j'ai envie que mon propos soit pris au sérieux, de me formater un minimum. Donc aujourd'hui, je vais sortir un projet, je vais commencer par sortir un EP, puis faire évoluer cet EP en album, et puis sortir un deuxième album. Mais le rêve, Anthony, le rêve entre toi et moi, c'est juste de se réveiller, faire de la musique, la sortir directement, dans la minute même. Et si jamais les personnes ne kiffent pas la musique ou disent « Oh, tu t'es trompé sur le mix », faire un nouveau mix et remplacer la chanson qui est déjà sortie par la chanson mixée. On a vu Mike Dean et Travis Scott faire ça sur l'album de Travis Scott, où il avait sorti une chanson et les gens sur Twitter, ils se sont plaints, ils ont dit « Le mix, il est pas bon, il est pas bon ». Mike Dean a refait un nouveau mix et il a ressorti la chanson. C'est-à-dire, techniquement, c'est possible. La seule chose qui nous contraint, encore une fois, c'est les normes, la société, les compagnies, etc. Dans ta sélection, tu as aussi voulu voir un clip qui m'a vachement surpris. Ouais. On l'a tout de suite. C'est Gangnam Style de Psy. 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 3,5 milliards de vues sur YouTube en 2020. Ouais. Pourquoi ce clip? Déjà, ce clip, il est impressionnant. Ce clip, il est impressionnant. C'est plusieurs tableaux qui s'enchaînent et ça va crescendo dans l'intensité, dans la dérision, dans le nombre de personnes qui sont là. Mais surtout pour l'histoire de ce que ce clip représente. Je veux dire, Psy, c'est un gars qui vient de très loin, comparé à nous, entre guillemets, qui vient de Corée, qui fait sa chanson où il parle sa langue dedans, la plupart du temps, et il parle de Gangnam, qui est une région ou une ville ou un quartier, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, une région géographique, où les gens qui habitent dans cette région ont une façon de se comporter. Gangnam Style, du coup. Ça veut dire le thème de sa chanson, elle est hyper locale.
Et si tu es en Belgique, tu n'as jamais connu Gangnam, tu parles même pas le coréen. Si tu es aux States, tu n'as jamais vu ça, tu sais pas de quoi le gars parle. Et pourtant, il arrive à nous toucher avec quelque chose qui est hyper, ultra local. Même les blagues du clip, c'est des choses qui sont assez coréennes dans leur construction, qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou on n'a pas l'habitude de rire à ça, ou de pouvoir apprécier. Et le gars, il arrive à tous nous toucher. Et la raison pour laquelle il nous a tous touchés, c'est parce qu'il a été authentique. Il n'y a pas plus authentique que parler du quartier qui est en bas de ta rue, de faire les blagues comme tu as eu l'habitude de les consommer et d'envoyer du lourd. 3,5 milliards de vues, c'est mondial et pourtant c'est hyper local en même temps. Donc c'est ça pour toi le secret d'une œuvre réussie? Et c'est le plus difficile. C'est l'authenticité? Ouais. Merci Olivier. Merci à toi. What is it you want to do when you grow up?